français, ma langue maternelle. D'abord pour remercier les organisateurs, la famille Bévénis, monsieur le recteur, de cette conférence qui est un hommage à Jacques Bévénis, qui était un de mes collègues depuis longtemps, effectivement, avec lequel nous avons collaboré au niveau d'immunologie. Au début, je ne l'ai pas suivi dans ses percées tout à fait nouvelles, mais il se trouve que les travaux sur le virus du sida ont conduit à se rapprocher un peu de ces idées, et c'est ce que je vais essayer de vous exposer aujourd'hui. Je crois qu'il faut rappeler la mémoire, n'est-ce pas? La mémoire est fondamentale. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce à deux mémoires. Une mémoire très ancienne, la mémoire génétique, qui est basée probablement sur plusieurs milliards d'années. Et nous avons accumulé, les êtres biologiques qui nous ont précédés ont accumulé d'énormes quantités d'inventions moléculaires, cellulaires, organismes, et nous bénéficions de cette mémoire. Il ne faut pas oublier que nous avons donc cette mémoire biologique extrêmement fidèle, mais aussi qui est capable de varier, c'est la mémoire du DNA. Le DNA est là. La deuxième mémoire que nous avons, qui est aussi importante, c'est la mémoire culturelle, qui, elle, est beaucoup plus récente. Il y a seulement quelques milliers d'années que nos ancêtres ont pu utiliser le langage, l'écriture, et puis plus récemment l'imprimerie, et maintenant la mémoire digitale, Internet. Et ceci est très important aussi. Sans les inventions de nos ancêtres, nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Tout ce qui est dans cette salle est lié à un travail patient d'inventeurs, de beaucoup de personnes, d'une travail collective, qui s'est accumulée et surtout a été conservée, transmise d'une génération à l'autre. Mais cette transmission ne se peut faire aussi que grâce à la première mémoire, la mémoire biologique. Et donc la question que nous nous posons, est-ce que dans cette mémoire biologique, est-ce qu'il n'y a pas eu, avant le DNA, une mémoire autre, la mémoire de l'eau, qui est un liquide extraordinaire, nous disent des physiciens, qui est un liquide extrêmement répandu, enfin un composant, pas toujours à l'état liquide, mais qui est extrêmement répandu dans l'univers, l'eau. Et d'autre part, est-ce que cette mémoire, donc, aussi peut encore exister à l'heure actuelle à travers le DNA et le RNA? C'est une question donc que nous nous posons aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas totalement la résoudre, mais je voudrais donc vous présenter des résultats de biologie, mais qui, je souhaite, intéressent aussi les physiciens, car effectivement, ce que je vais vous montrer a probablement ses explications, non pas par la biologie, mais par la physique. J'ai commencé d'abord, à partir du virus du sida, à me poser la question, est-ce qu'il y a des cofacteurs qui causent le sida avec le virus? Et dans les laboratoires, nous savons que le virus est presque constamment accompagné de petites bactéries qu'on appelle des mycoplasmes, qui n'ont pas de paroi. Et vous en avez ici un exemple en forme de poire qui se fixe sur un morceau d'un lymphocyte, d'une cellule, et cette fixation par une protéine spécifique, une adhésine, permet au mycoplasme de pomper un certain nombre de métabolites de la cellule. Ces mycoplasmes sont en effet des parasites facultatifs de nos cellules. Ils peuvent aussi être multipliés dans un milieu totalement acellulaire, un milieu assez riche avec du sérum, mais on peut aussi donc très bien les cultiver avec des cultures de cellules humaines. Alors ces mycoplasmes font à peu près 300 nanomètres, alors que le virus du sida, HIV, fait environ 100 à 120 nanomètres. Donc très naïvement, je me suis posé la question si on peut se débarrasser du mycoplasme qui accompagne le virus par une simple filtration de 100 nanomètres qui va probablement éliminer donc le mycoplasme. Et donc voilà ce qui a été fait. Donc on cultive des cellules lymphocytaires humaines ou des lignées
lymphoïdes. On les infecte avec un mycoplasme qui est Mycoplasma pyrum, qui est un mycoplasme relativement fréquent qu'on trouve chez des donneurs de sang, qui est proche par ses structures de Mycoplasma pneumoniae, mais qui pour l'instant n'est pas connu comme étant pathogène. Nous avons quand même des indications pour penser qu'il peut aussi causer des pneumonies comme Mycoplasma pneumoniae. Donc l'idée était de prendre un surnageant et de le filtrer à travers des filtres de 100 nanomètres ou même 20 nanomètres. Et ce qui a été observé, c'est que le filtrat lui-même, quand il était incubé avec des cellules humaines non infectées, bien contrôlées pour être sans mycoplasme, eh bien, on retrouvait le mycoplasme au bout de 2 à 3 semaines. Alors, le schéma général de l'expérience est le suivant. Donc, est-ce qu'il y a un pointeur? Ah oui, merci. Donc, tout à fait en haut, vous avez une culture. Une culture de... Voilà. Merci. Merci. Une culture donc de lymphocytes humains avec ce mycoplasme. On le filtre. On le filtre d'abord sur un fil qui va éliminer les débris, mais qui peut laisser passer les mycoplasmes. Et on va ensuite le filtrer sur un filtre de 20 ou 100 nanomètres. Et à ce moment-là, le filtrat, en principe, n'a plus de mycoplasme. Et ça, on peut le vérifier par des techniques moléculaires très sensibles qu'on appelle PCR, Polymerase Chain Reaction, qui permet de détecter même une molécule de DNA. Et la résultante montre que le filtre a bien marché, c'est-à-dire que la PCR, et même une deuxième PCR qu'on appelle le PCR nesté, en I, est tout à fait négative. Donc, plus de DNA dans ce filtrat. Eh bien, si on met ce filtrat, donc, qui ne contient que de l'eau, pratiquement, eh bien, avec des sels, eh bien, sur une culture de lymphocytes qui, elle, n'est pas infectée, on va récupérer ce mycoplasme au bout de 8 à 21 jours, un peu plus quand on filtre à 100, un peu moins, un peu plus longtemps quand on filtre à 20 nanomètres. Alors, il y a aussi, ici à droite, des expériences de centrifugation pour montrer la densité de cette fraction. Normalement, les mycoplasmes ont une densité extrêmement précise qui est de 1,21. Eh bien, si on centrifuge donc le filtrat sur un gradient de densité, on s'aperçoit que le filtrat est infectieux dans presque toutes ses fractions. C'est-à-dire que, contrairement au mycoplasme de départ, nous avons ici quelque chose de très large, d'une densité allant de 1,25 jusqu'à 1,15. Donc ceci montre que la fraction qui est infectieuse est différente de la fraction du mycoplasme de départ. Donc c'était la première expérience qui nous indiquait que peut-être une information génétique peut être parfois transmise du DNA à quelque chose qui existe dans l'eau. Donc, et ceci m'a amené donc à collaborer, non pas avec Jacques Benveniste lui-même, puisque malheureusement il a disparu prématurément, mais avec sa famille, ses fils et aussi ses collaborateurs, dont Jamal Aïssa, qui est ici. Et nous avons donc fait une première étude pour savoir est-ce que les filtrats du mycoplasme pouvaient être caractérisés du point de vue biophysique, par exemple par l'émission de signaux ultramagnétiques, et nous avons de signaux électromagnétiques. Et nous avons eu la surprise dès la première expérience, donc ceci remonte à plus de 2 ans et demi, et nous en fait depuis beaucoup plus, bien sûr, de voir que effectivement ces filtrats pouvaient, à certaines dilutions, émettre des ondes de très basse fréquence électromagnétiques à partir de 500 à 2000 Hz. Et la question, bien sûr, est toujours posée de savoir la relation entre la présence de ces signaux et le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure. Alors, le principe est inspiré donc de la technologie mise au point par Jacques Benveniste et ses collaborateurs. C'est de placer un échantillon, donc le filtrat, au-dessus d'une bobine à solénoïde, un sensor coil en anglais, comme on dit,
d'amplifier le signal électrique qui va résulter de cette solénoïde et d'ensuite de l'analyser dans un logiciel sur un ordinateur. Donc voilà le principe. Et bien sûr, il y a des détails qui sont un peu compliqués car ça n'est pas toujours, c'est pas si simple que ça. Alors, quand on analyse de façon brute les signaux qui sont émis entre 1 et 20 000 Hertz, on a quelque chose comme ça, qui est évidemment très, très complexe et qui en fait dépend d'abord du bruit de fond. Nous avons un bruit de fond, un noise, n'est-ce pas, qui est probablement lié à beaucoup de facteurs de l'environnement électromagnétique où nous sommes plongés. Et on peut dire que plus nous allons dans notre civilisation digitale, plus nous sommes entourés de signaux électromagnétiques de haute fréquence, mais ces signaux de haute fréquence aussi ont parfois des résonances de basse fréquence. Donc c'est un facteur très important. Et il y a aussi probablement le géomagnétisme, le magnétisme provenant des particules que nous recevons du Soleil, des astres. Donc c'est un bruit extrêmement compliqué. Mais ce qui est remarquable, et c'est un phénomène assez grossier que nous avons observé, il est relativement facile à observer, c'est que quand il y a un signal positif, il y a une augmentation de l'amplitude de ces signaux et surtout la fréquence est différente. Vous avez en haut une analyse de Fourier, donc pour rechercher les harmoniques de ces signaux, et vous voyez que sur le bruit de fond, en haut, vous avez surtout des basses fréquences, notamment la fréquence en jaune, c'est la fréquence du courant électrique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un conducteur près de nous, eh bien, nous sommes exposés à un champ électrique, et ceci est montré ici. Mais si vous avez donc un signal positif, vous avez une augmentation relative de signaux de plus haute fréquence, ici autour de 500 à 2000 Hz. Donc la réponse que nous observons en premier est donc une réponse relativement simple, c'est oui ou non. Non, c'est le bruit de fond en haut. Oui, c'est le signal, donc avec une fréquence plus grande. Et donc on voit ici l'augmentation d'amplitude, ici l'analyse de Fourier, et une autre type d'analyse de Fourier qui vous montre donc des harmoniques. Ici, c'était, je crois, pris dans le continent d'Amérique du Nord, où, comme vous savez, le courant a une fréquence de 60 Hz, donc on a plutôt un pic de bruit de fond à 60 Hz, mais aussi des harmoniques de plus grande fréquence. Et vous voyez un changement vers des plus hautes fréquences quand il y a un signal positif. Donc voilà la définition pour l'instant. C'est tout à fait empirique. Je parle des faits pour l'instant. Il ne s'agit pas d'interprétation, je parle de faits. Alors, ce que nous avons observé, c'est d'abord qu'il faut filtrer, il faut travailler sur un filtrat. C'est-à-dire que le micro-organisme de départ, et bien sûr maintenant nous savons que ce n'est pas seulement les mycoplasmes, mais aussi des bactéries classiques, des virus, il faut enlever le micro-organisme pour détecter le signal du filtrat. Il faut donc filtrer par un filtre qui élimine le micro-organisme de départ. C'est-à-dire si on a des bactéries, il faut filtrer à 450 puis ensuite à 100 nanomètres. Si on a des virus, il faut filtrer même au-delà, à 20 nanomètres. Les virus, en général, ont une taille entre 25 et 100, 150 nanomètres. Donc voilà un petit peu la première loi, c'est une filtration qui est très importante. La deuxième, c'est qu'on détecte seulement les signaux à certaines dilutions. Si le filtrat est trop concentré, en structure émettrice de signaux, on ne détecte pas les signaux. Vous avez ici, par exemple, un exemple où on observe un signal en rouge entre les dilutions 10-5 et 10-8. Ceci est un artefact, c'est-à-dire que les structures qui émettent les signaux sont bien présentes aux plus faibles dilutions. Mais probablement, enfin, là on vient un peu dans notre interprétation, il y a inhibition du signal du fait qu'il y a probablement trop de structures qui émettent les signaux et qui peuvent interférer entre elles.
En fait, vous verrez plus tard que c'est probablement un réseau de structures aqueuses qui se forme, et le réseau ne peut pas vibrer s'il n'est pas suffisamment dilué. Il faut qu'il y ait une vibration, il faut que les structures qui constituent le réseau soient relativement séparées, donc il faut diluer davantage. Alors, je peux vous dire qu'on peut diluer parfois à des concentrations telles qu'il n'y a plus de molécules. On rentre dans l'homéopathie, c'est-à-dire que, par exemple, pour une filtration de bactéries, de colibacilles, on a des signaux jusqu'à 10 puissance moins 17, moins 18, et on peut montrer qu'il n'y a plus aucune molécule présente dans ces dilutions. Donc, ceci renforce l'idée qu'il s'agit de structures aqueuses qui sont émettrices. Alors, voici donc un exemple pour le mycoplasme épirum de départ. Vous voyez qu'il y a des dilutions positives à partir de moins 6 jusqu'à moins 9. Et donc, c'est aussi une caractéristique que les dilutions positives se suivent toujours. Ensuite, elles deviennent négatives parce que probablement il n'y a plus assez de structures émettrices. Alors, ceci est observé d'abord chez Mycoplasma pyrum, mais bien sûr, nous sommes adressés à des bactéries plus classiques. Et vous voyez ici une liste qui n'est pas exhaustive. En fait, nous avons maintenant, on peut dire, fait un peu le tour de toutes les bactéries pathogènes humaines. Toutes les bactéries pathogènes humaines sont émettrices de signaux dans certaines conditions. En ce qui concerne les virus, nous avons bien sûr commencé avec le virus du sida, mais aussi le virus de la grippe, le virus de l'hépatite C, le CMV. Donc, nous n'avons pas fait le tour complet des virus, mais on peut dire qu'un certain nombre de virus sont également émetteurs. Alors, ce qui est intéressant, et nous a beaucoup surpris d'ailleurs, c'est que ces expériences qui étaient faites au laboratoire, dans des solutions pures, d'une culture pure de bactéries ou de virus, on pouvait également retrouver les mêmes types de signaux dans le sang de patients infectés. Et pour cela, donc, on prépare le plasma. Donc, c'est le plasma au sens biologique du terme, pas au sens physique du terme, bien entendu, de patients. Et nous voyons que, bien sûr, des patients infectés par des virus ou des bactéries chroniquement présentent ces signaux. On verra plus en détail tout à l'heure. Mais aussi des patients qui sont atteints de maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Alors, ceci est très intéressant, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson, on peut ajouter maintenant la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, beaucoup de neuropathies, des animaux également infectés par des rétrovirus, comme le chat infecté par le virus de la leucémie féline, alors que nous ne trouvons pas de signaux dans des cultures de cellules non infectées, dans des cultures de champignons comme Candida albicans, et pas non plus dans le plasma de patients qui souffrent de différentes pathologies, hypertension, diabète, arthrose, cancer du poumon. Ceci n'est pas exhaustif, bien entendu. On n'a pas passé tous les patients de la Terre, donc on ne peut pas absolument rejeter la possibilité qu'il y ait des patients qui ne sont pas infectés par un certain nombre de bactéries ou de virus qui puissent émettre des signaux. Mais en tout cas, pour l'instant, nous observons, et c'est la surprise, donc, des signaux positifs de bactéries dans la polyarthrite rhumatoïde et des maladies neurodégénératives. Et ceci suggère donc qu'il y a peut-être une origine infectieuse parmi d'autres facteurs. Bien sûr, ces maladies sont chroniques et multifactorielles, mais on peut donc voir là une application à la fois au diagnostic précoce de ces maladies et aussi à leur traitement éventuellement. Alors, je vais maintenant aller un peu plus en détail pour parler, bien sûr, des patients affectés par le virus du sida. Nous avons fait une collaboration avec les centres qui ont été installés grâce aux gouvernements locaux et aussi à notre fondation, liée à l'UNESCO, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et aussi, plus récemment, au Cameroun. Alors, la surprise a été que les meilleurs émetteurs de signaux étaient les plasmas de patients traités déjà par les médicaments antirétroviraux. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas guérir le sida, mais on peut très grandement améliorer la condition des malades et leur permettre de vivre, d'éviter des infections opportunistes, grâce à des combinaisons de 2 ou 3 inhibiteurs
du virus, de la multiplication du virus. Et la question, bien sûr, grâce à ces inhibiteurs, on diminue ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui est dans le sang, et on arrive pratiquement à éliminer cette charge virale, à la rendre indétectable après 3 à 6 mois de ces traitements avec un mélange de 2 ou 3 inhibiteurs. Eh bien, c'est chez ces patients qui donc n'ont plus de charge virale détectable, c'est là qu'on détecte le plus de signaux. Je dois dire qu'avant d'utiliser cette technologie, nous avions recherché aussi, par des techniques très sensibles de mesure du pouvoir infectieux du virus, et nous avions trouvé également que des patients très bien traités, à charge virale indétectable par des moyens moléculaires, eh bien, contenaient encore des particules infectieuses que l'on pouvait détecter sur des lymphocytes. Donc il reste ce qu'on appelle un réservoir, ça c'est bien connu. On sait qu'on n'arrive pas à éradiquer l'infection par les traitements antirétroviraux, mais qu'il existe donc une fraction du virus, probablement dans les ganglions lymphatiques, qui n'est pas accessible au traitement. Et c'est cette fraction qui, lorsqu'on arrête le traitement antirétroviral, eh bien, va redonner du virus qui va se multiplier de façon intense, ce qui oblige d'ailleurs justement à faire ce traitement toute la vie, chaque jour, sans arrêt. Et donc chez ces patients bien traités, bien répondant au traitement antirétroviral, on trouve, comme vous voyez ici, des signaux positifs dans les rangées de -5, de -6, de -7, -8, -9. -5 est négatif. Donc voilà ici un exemple d'un patient donc séropositif traité par la trithérapie et qui n'a plus de charge virale détectable dans le sang. Eh bien, on trouve des signaux à -8, -7, -8, jusqu'à -9, jusqu'à -9. Alors, on a fait bien sûr des études pour voir la stabilité des signaux, des structures émettant les signaux dans le plasma. Le plasma est donc conservé à 4 degrés, il ne faut pas congeler. La congélation détruit les structures qui émettent les signaux. Et on s'aperçoit que pour les plasmas qui ont été filtrés à 20 nanomètres en rouge, on a une assez grande stabilité. Pour les patients pour les plasmas qui ont été filtrés seulement à 100 nanomètres, au lieu de 20 nanomètres, on s'aperçoit que les structures émettrices disparaissent assez vite. Probablement, peut-être qu'il y a à ce moment-là un mélange, si vous voulez, de 2 micro-organismes, peut-être un mycoplasme qui, lui, peut donner des signaux après la filtration à 100 nanomètres, et seulement le virus, lui, qui va donner des structures qui sont filtrées à 20 nanomètres, qui passent les filtres de 20 nanomètres. Et ces structures sont relativement stables, puisqu'on peut parfois les conserver jusqu'à 20-30 jours. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, elles sont relativement stables. C'est une propriété importante, parce que certains physiciens nous disaient, mais c'est pas possible que ce soit l'eau, parce que les structures, l'eau peut former effectivement des clusters, des agrégats, mais ces structures sont extrêmement instables. C'est de l'ordre de nanosecondes, de microsecondes. Là, nous avons affaire à des structures qui s'auto-entretiennent probablement et qui sont relativement stables dans le plasma. Donc ça, c'est simplement un agrandissement à zoom sur 2 patients qui vous montre les stabilités relatives, toujours les mêmes dilutions. Donc on ne diminue pas, si vous voulez, les signaux par le fait qu'ils pourraient disparaître à certaines dilutions. Ils sont toujours dans les mêmes dilutions, quelle que soit la durée de conservation. Alors, in vitro, nous sommes bien sûr intéressés à un objet qui est très bien connu des biologistes, c'est le colibacille, Escherichia coli. Escherichia coli, il y a des monceaux de littérature, de livres, de manuels, textbooks sur cette bactérie qui est vraiment l'objet favori des biologistes moléculaires, qui a permis de faire beaucoup d'avancées en biologie moléculaire. Donc nous sommes concentrés un peu sur cette petite bête, et là on s'aperçoit donc qu'on peut aller parfois très loin en dilution. On peut aller jusqu'à -18 pour avoir des signaux. Donc à -18, il n'y a plus de colibacille qu'on a d'ailleurs filtré, il n'y a plus rien, il n'y a plus que de l'eau. Et ce qui est important, c'est de voir que la réponse, c'est aussi une propriété importante,
qui n'est pas, correspond pas à la logique de bon sens en général des biologistes, c'est que les signaux émis ne dépendent pas du nombre de cellules bactériennes au départ. C'est-à-dire que nous avons par exemple une suspension très riche qui titre 10 puissance 9 1 milliard de bactéries par millilitre. Si nous faisons des dilutions, on s'aperçoit que les signaux sont toujours présents avec les mêmes dilutions jusqu'à 10 cellules. Il n'y a pas donc de proportionnalité entre les signaux et la quantité de micro-organismes qui émettent. Donc ici, seulement 10 cellules bactériennes sont nécessaires et suffisantes. Alors bien sûr, si on dilue davantage, bien sûr, on n'a plus rien, et là, on n'a plus de micro-organismes, et à ce moment-là, on n'a plus de signaux. Il faut donc les micro-organismes au départ, une toute petite quantité. C'est intéressant parce que cette méthode peut donc être très sensible pour détecter une présence bactérienne ou virale très très faible. Mais malheureusement, on ne peut pas quantifier puisque le signal est le même quel que soit le nombre de cellules. Alors, nous avons également regardé des virus, d'autres virus que le VIH, le virus de sida, notamment la grippe, puisque on va penser aussi que peut-être on peut disposer ici, je dis bien on peut peut-être disposer d'une technique de diagnostic de la présence de virus grippal très pathogène que la souche H5N1 pour la détecter de façon précoce. Il faut bien voir que nous détectons ces signaux dans le plasma, donc dans le sang. Si un organisme, par contre, est très localisé et n'avait pas de particules dans le sang, on ne pourra pas détecter. Donc ça aussi probablement veut dire qu'on ne pourra pas détecter des infections grippales banales, où là le virus reste localisé aux muqueuses respiratoires, à moins que par contre il puisse émettre des particules dans le sang, et ceci est peut-être plutôt le cas des virus très pathogènes que le virus d'origine aviaire H5N1. Mais ceci est une possibilité, nous ne l'avons pas encore vérifié. Je viens également donc à la maladie d'Alzheimer. Nous avons fait une étude grâce à des collègues cliniciens sur une cohorte de patients atteints à la phase d'état de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pas une étude sur des phases précoces. Et sur 17 cas Alzheimer, 16 est donné des signaux dans leur plasma, dans les rangées -6, -8, -9, après filtration à 100 nanomètres. Donc il s'agit de bactéries. Si vous voulez, pour l'instant, nos signaux sont les mêmes quel que soit l'agent infectieux. Ils sont similaires en tout cas, peut-être sont-ils un peu différents, mais pour l'instant, nos moyens de détection ne permettent pas de différencier. Pour l'instant, donc, les signaux sont les mêmes quelle que soit la bactérie ou quel que soit le virus, mais on peut quand même différencier entre virus et bactéries suivant la taille des nanostructures qui émettent ces signaux. Donc la taille des nanostructures pour les bactéries, c'est entre 20 et 100 nanomètres, c'est-à-dire qu'on les laisse passer à 100 nanomètres, on les retient à 20 nanomètres. Pour ce qui est des structures d'origine virale, elles passent les filtres de 20 nanomètres, donc elles sont plus petites que 20 nanomètres. Alors nous avons différents types d'enregistrements. Là, vous avez un enregistrement plus brut qui vous montre l'augmentation de fréquence, si vous voulez, dans ce que sont les dilutions positives par rapport au bruit de fond. Également, l'arthrite rhumatoïde, là, une dizaine de cas ont été positifs à des dilutions plus faibles, mais là, toujours d'origine bactérienne, après filtration à 100 nanomètres. Donc, voici les faits. C'est des faits, donc, bien observés, qu'on a répétés beaucoup de fois. Le seul problème, c'est le fait que le bruit de fond qui est à l'origine de ces vibrations, car d'où vient l'énergie? L'énergie ne vient pas des structures, c'est une énergie de résonance. C'est-à-dire que pour qu'on observe les signaux, il faut qu'il y ait un bruit de fond. Si on supprime le bruit de fond, on n'a pas les signaux. Seulement le bruit de fond lui-même contient à la fois des fréquences activatrices, mais aussi probablement des fréquences neutralisantes. Donc il y a tout un travail de recherche et développement pour que on puisse calibrer et obtenir uniquement les fréquences d'émission qui permettent la résonance. Alors j'en viens maintenant donc à l'interprétation de ces résultats. Et donc là, ceci résume un peu d'abord les faits.
Donc, l'hypothèse, c'est qu'il existe dans l'eau des nanostructures qui se forment relativement stables ou qui s'auto-entretiennent par leur propre émission de signaux. Et ces nanostructures donc sont plus petites que les organismes qui les émettent, comme je vous l'ai montré ici par la filtration. Alors ça, c'est un schéma très grossier qui peut vous expliquer donc ce que fait le filtre, la filtration. Donc les nanostructures émettrices sont en vert, la bactérie est en ton noir, et les petites sphères sont des virus. Et donc, quand on filtre à 100 nanomètres, on laisse passer les structures provenant des virus, donc qui sont en rouge ici, et on laisse passer également les structures qui sont en vert, émises par la bactérie. Si on filtre à 20 nanomètres, on a tout à fait éliminé les structures émettant provenant de la bactérie, on a gardé encore les structures qui émettent des virus. Bon, ceci est très, très grossier. Ce que aussi il faut voir, c'est que ces structures n'ont pas les propriétés de la micro-organisme de départ. C'est-à-dire que ces structures sont résistantes à la DNase, à la RNase, à la protéinase K, donc aux enzymes qui attaquent les acides nucléiques, les protéines, sont résistantes aux détergents, aux agents chélatants comme le DTA. Par contre, donc, elles sont sensibles à la congélation, contrairement souvent aux micro-organismes de départ, c'est-à-dire que les virus résistent très bien au froid. Eh bien, les nanostructures qui sont dérivées des virus, elles sont détruites par le froid, la congélation à moins 60 degrés. Ils sont également sensibles à la chaleur avec des variations, mais enfin, en général, à 70 degrés, on élimine ces structures, les signaux qui proviennent de ces structures. Les densités, je l'ai déjà dit tout à l'heure pour Mycoplasma pyrum, mais ceci a été vérifié pour d'autres organismes. Ces densités sont assez larges, et donc si on pense de l'eau, on pourrait penser à de la matière condensée, parce que l'eau, bien sûr, c'est un. Alors, que nous disent les physiciens? Bien que l'eau, bien sûr, s'organise en polymères, en oligomères, en polymères, par des liaisons hydrogènes, mais qu'il y a également, en dehors des liaisons hydrogènes relativement stables, des liaisons de force de Van der Waals qui peuvent se constituer et disparaître relativement facilement. Voilà un petit peu ce que je peux dire aux physiciens pour l'instant. C'est le physicien de nous aider, bien sûr, à l'interprétation de ces structures. La grande question est de savoir si elles sont porteuses d'informations génétiques. Pour l'instant, donc, je vous ai présenté deux types d'expériences différentes, l'infiltration et la recherche d'affectivité pour Mycoplasma pyrum, mais aussi pour HIV. Donc, des structures qui apparemment n'ont pas de DNA, mais gardent une information génétique. Et d'autre part, donc, des structures qui émettent des signaux électromagnétiques en résonance. Et est-ce que ces structures ont gardé une part de l'information génétique de l'ADN, du DNA? Je serais tenté de le dire, mais je n'ai pas la preuve pour l'instant, bien sûr. Ceci est un pas de plus dans la science-fiction. Je crois que Jacques Bérénice avait beaucoup d'idées très, très audacieuses. Eh bien, moi, je suis un peu son tracé et j'ai tendance à penser qu'on pourrait effectivement penser que l'eau peut garder une information génétique, comme elle garde d'ailleurs une information biologique pour des molécules plus simples. C'était le travail de l'équipe de Benveniste. Et pourquoi pas, ce que nous savons, nous avons vu très récemment, c'est que la source des signaux dont je vous parlais, c'est bien le DNA, les acides nucléiques de façon générale. Alors, pour l'instant, quand nous faisons, si vous faites le travail, si vous voulez, avec deux idées en tête, bien sûr, d'une part, voir les applications, même si nous ne comprenons pas tout, on peut penser qu'il y a peut-être des applications médicales à ce système de détection. Donc nous essayons de mettre au point une machine qui permet de détecter de façon relativement simple pour le clinicien, qui permet de dire oui ou non, il y a une infection bactérienne derrière la maladie que vous étudiez, une infection virale. Peut-être dans un deuxième temps, cette machine pourra raffiner l'analyse des signaux émis et voir des différences entre les espèces bactériennes et les espèces virales. Évidemment, là, on révolutionne le diagnostic. Ça peut être aussi intéressant donc pour détecter des maladies qui ne sont pas connues pour être infectieuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, donc, mettre au point des méthodes de diagnostic précoce et aussi de traitement pour ces maladies.
Enfin, pour AIDS, eh bien, le système des signaux permet d'avoir un biomarqueur, alors que les autres marqueurs moléculaires du virus ont disparu, donc pour étudier une éradication possible de l'infection après la trithérapie. Et je voudrais terminer sur ce point, c'est pour vous dire qu'effectivement, d'autre part, il y a un travail théorique à faire, et je voudrais proposer ici la création d'un institut d'études avancées qui réunisse à la fois des biologistes et des physiciens, des théoriciens, des électroniciens de différents pays, qui permettent de faire des sortes de brainstorming, essayer de relier donc les observations de la biologie et les théories de la physique de l'eau. Et je voudrais terminer par cette citation de Carl Sagan: « Absence of evidence is not evidence of absence ». Merci beaucoup. Merci beaucoup.